Bien, il est 10 heures, bonjour. Je voudrais traiter dans ce cours-ci les usages industriels de l'énergie hydraulique dans l'Antiquité et les pistes de recherche qui s'offrent à nous dans les prochaines années. Nous avons vu dans le cours précédent l'apport des recherches archéologiques récentes en terminant par la Gaule. Il nous faut compléter le tableau par les travaux effectués dans le département du Var avant d'aborder les usages industriels. Dans le Var, en effet, on trouve deux groupes de moulins hydrauliques liés en fait à deux zones de recherche intensive, celle de la commune de la Garde et celle de la commune de Tarado. Dans la commune de la Garde, la grande villa de Saint-Michel, dont les origines remontent au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui connaît au 2e siècle après Jésus-Christ une expansion remarquable, notamment sous la forme de la construction d'une grande huilerie à 6 pressoirs, procédait aussi un moulin hydraulique que j'ai pu retrouver à la fois sous la forme du coursier et des meules en basalte. Vous voyez ici le plateau de la villa avec la grande huilerie et ici l'emplacement du moulin hydraulique qui avait été fort endommagé par des constructions du centre universitaire en 1979. Donc j'ai fouillé cette partie où on voit très bien le coursier avec ses dépôts de calcaire et la meule hydraulique. Dans la villa voisine de la Chaberte, donc, qui est immédiatement à moins de 2 km de là, cette villa vient de faire l'objet en octobre 2011 d'un diagnostic effectué par l'INRAP sous la direction de Frédéric Conche. La villa elle-même a beaucoup souffert, comme vous pouvez le voir, des agressions modernes. La villa s'étend sur tout ce secteur, donc elle a été traversée par l'autoroute et par la zone industrielle. Mais il reste quelques vestiges, et parmi les vestiges de la villa vient de sortir un beau moulin hydraulique à roue horizontale. Donc vous voyez ici le coursier et ici le puits d'engrenage et ici une des meules. Et en l'absence de fouilles, puisque c'est seulement un diagnostic, la datation n'est pas assurée, mais il me semble probable que nous sommes à nouveau dans le courant du IIe siècle. 10 km plus à l'est se trouve la villa des Mesclans, que j'ai fouillée avec Marc Moreani en 1996. La pars fructuaria de la villa comportait 3 pressoirs à vin et 50 dolias environ, destinés principalement à la production du vin, et elle date du début du IIe siècle, étant abandonnée dans le courant du IIIe siècle. Là, ici, vous voyez le chai à vin, et le chai à vin est ici. Ici arrive un aqueduc, et le moulin hydraulique se trouve dans cette partie. Il était relativement bien conservé et alimenté donc par un aqueduc. Dans le secteur des communes voisines des Arcs, sur Argence, de Tarado et du Canet-des-Morts, c'est-à-dire, là nous avons vu ce groupe qui est situé dans la région de Toulon hier, si vous voulez, et ici il y en a un autre groupe dans la région du Moyen Var, donc les communes des Arcs sur Argent, de Tarado et du Canet-des-Morts. On dispose désormais d'un moulin que nous avions fouillé dans la villa des Laurent-Saint-Pierre aux Arcs et qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, dont vous voyez les vues sur cette image. C'était une fouille d'urgence effectuée en 1983 et où on l'avait trouvé principalement un coursier long de 3 mètres et un puits d'engrenage latéral que vous voyez ici, donc, qui est assez caractéristique. Plus original est le moulin voisin de la villa de Saint-Martin à Tarado, qui a été fouillé par Jacques Bérateau du Centre archéologique du Var, et qui est intéressant de plusieurs points de vue. On aura l'occasion d'y revenir dans les années futures, je suppose. D'une part parce que c'est une implantation coloniale typique, établie dans la colonie de Fréjus au cours du dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est une villa qui s'étend beaucoup au 1er siècle après Jésus-Christ, et sous les Flaviens, elle présente un plan centré sur une cour intérieure, vous voyez là, avec un bassin au centre. Mais ce qui est important pour nous, c'est que cette villa est convertie après le milieu du IIe siècle, après probablement qu'elle ait été vendue à de nouveaux propriétaires. Elle est transformée, elle est convertie, et la partie résidentielle est alors couverte d'installations vinicoles,
que vous voyez dans cette partie-là. Vous voyez les bassins, là ici il y a des pressoirs. Et le bassin central d'agrément lui-même est très largement agrandi, puisqu'on en fait un réservoir de type agricole de 25 mètres de long par 2,80 m de large, et sa contenance est portée à 110 000 litres. Un tuyau est scellé dans la partie basse qui aboutit à un moulin hydraulique à roue horizontale. Vous voyez ici tout le système, on va le voir d'un peu plus près. Là, ici le plan avec la cour centrale, l'extension du grand bassin et l'ensemble du moulin hydraulique. Et donc ce tuyau aboutit à un côté de la chambre semi-enterrée. Vous voyez ici cette chambre semi-enterrée avec donc l'arrivée latérale de l'eau qui donc évidemment faisait fonctionner un rodet qui entraînait une meule. On a donc là le cas typique d'un moulin à roue horizontale qui est pour une fois bien daté et qui reste en fonction, semble-t-il, assez longtemps, puisqu'il n'est comblé que vers la fin du 5e siècle, voire au début du 6e siècle après Jésus-Christ. Ces moulins hydrauliques, comme nous le verrons, sont rarement signalés. Tout au plus, je peux citer notre exemple probable, qui est à peu près contemporain, dans la villa de la Croix de Fenouillet dans le Gard, qui a été fouillée par Luc Buffat, Aurélie Masberna et Karine Reynaud. Et ce moulin de la Croix de Fenouillet est situé à l'est de la Pars Urbana, qui comprenait des thermes, et l'installation est pas très bien datée, mais pourrait fonctionner durant le IIe siècle après Jésus-Christ aussi. Ce sont également des moulins de ce type qui ont été découverts au Clos d'Anjouan, qui est situé au Canet des Morts, donc à une vingtaine de kilomètres de la villa de Saint-Martin, près de la petite agglomération antique de Forum-Vauconis. Alors là, ce sont deux moulins qui sont établis en parallèle sur la pente d'une colline. Ils n'étaient pas très bien conservés, mais la forme carrée du coursier et son alimentation asymétrique assurent qu'il s'agit de moulins horizontaux. Donc vous voyez ici un exemple avec les très gros dépôts de calcaire qui sont très caractéristiques. Et vous voyez ici la forme carrée et asymétrique du système avec le canal de fuite sur le côté et l'arrivée d'eau par ici. La datation de la construction n'est pas très claire parce que ces moulins sont construits directement sur le rocher, mais ils sont abandonnés dans le courant de la fin du IVe ou au Ve siècle, et donc certains qu'ils ont fonctionné à peu près à cette période-là. On voit donc en général que le rythme des découvertes s'accélère. Oriane Vikander avait recensé 23 vestiges de moulins hydrauliques en 1980. On en compte aujourd'hui 65, dont 25 en France et 16 en Narbonnaise, grâce à une politique d'archéologie préventive devenue presque systématique et qui a beaucoup augmenté le nombre des découvertes ces dernières années. Toutefois, malgré la multiplication des découvertes dans les provinces nord-occidentales de l'Empire, nous sommes encore très loin de pouvoir classer les types par ordre chronologique, mais nous pouvons affirmer, comme j'essaierai de le montrer tout à l'heure, que presque toutes les villées du Haut-Empire, en Narbonnaise tout au moins, étaient occupées de moulins hydrauliques. Après avoir vu donc cette extension spatiale dont nous commençons à prendre de mieux en mieux la mesure, il est temps de voir s'il y a une extension en quelque sorte thématique en examinant les moulins industriels. C'est-à-dire les moulins qui ont utilisé la force hydraulique pour des usages autres que la mouture des céréales. Il n'y a en effet pas de raison de penser que le principe étant bien connu et qui était utilisé, comme nous l'avons vu, pour élever l'eau, pour l'irrigation et pour faire tourner les meules en grains, ce principe n'ait pas été utilisé pour d'autres usages. Nous avons au moins quelques attestations dans les textes. Pline décrit l'usage extraordinaire de l'énergie hydraulique dans le transport et le lavage des sédiments riches en minerais d'or en Espagne du Nord-Ouest, et nous reviendrons tout à l'heure. Ozone évoque dans son poème La Moselle les scieries de marbre actionnées par l'eau, et nous verrons aussi ce cas.
Désormais, on dispose de données archéologiques convergentes montrant une utilisation multiforme de l'énergie hydraulique, mais encore mal connue et mal identifiée par les archéologues. Avant toute chose, je crois qu'il faut aborder une question de méthode, qui est bien illustrée par un moulin récemment fouillé à Niort. Et je dois la documentation que vous voyez sur l'écran à Hannibal de l'INRAP, que je remercie. C'est une fouille qui vient juste d'être terminée. Ce n'est pas du tout un moulin antique, mais un moulin qui a fonctionné jusqu'au début du XXe siècle et qui a été détruit en 1960, pour lequel nous disposons d'archives, de plans et de photos. L'état de conservation de l'état final est excellent, et les fouilleurs ont même retrouvé l'arbre moteur du moulin en fer que vous voyez ici. Or, malgré cet excellent état de conservation, si nous disposions seulement des résultats archéologiques, notre interprétation serait partielle et fausse dans une certaine mesure. Pourquoi? Il faut entrer dans les détails. La fouille a eu lieu sur le quai du Bief des Moulins du Milieu, c'est le nom, le long de la Sèvre. Et vous voyez ici donc la Sèvre et cet emplacement donc, du moulin situé en quelque sorte sur une île sur la Sèvre. Dans ce secteur, des moulins sont mentionnés dans les archives depuis le XIIIe siècle. Mais la fouille n'a retrouvé des traces de moulins qu'à partir du XVe, XVIe siècle. Et ils sont associés à cette époque-là à des déchets de tannerie. La reconstruction du moulin au XVIIIe siècle a détruit totalement les tanneries antérieures. Toutefois, l'activité de tannage et de chamoisage pour la ganterie, à l'aide de battoirs foulons, continua jusqu'au XIXe siècle. Par la suite, le chamoisage fut abandonné et le moulin servit à actionner des tours de potier d'une faïencerie. Quels sont les vestiges qui subsistent? Nous l'avons vu, l'arbre moteur, le bief, les bassins de foulage que vous voyez ici sur ce côté, ce sont ces bassins qui sont là, et un énorme dépotoir de faïence et de moules. Ne disposant que des résultats de la fouille, combinant les restes osseux et les bassins de foulage, les archéologues auraient probablement conclu à l'existence d'une chamoiserie et peut-être à sa réutilisation comme faïencerie. Mais on aurait imaginé que le bief a été utilisé comme dépotoir pour une activité proche, mais pas forcément dans le moulin. Or, les documents d'archives montrent une histoire bien plus complexe, puisque le moulin a d'abord servi comme meunerie au XVIIIe siècle, et là on n'en a trouvé aucune trace. Il a été ensuite transformé en moulin foulon pour les cuirs, voilà, il y a peut-être quelques vestiges, puis en filature, aucune trace, puis en fonderie et en scierie, aucune trace. Scierie et filature donc n'ont pas laissé de traces et tout ce qui restait de la fonderie a été détruit par les installations postérieures. Cet exemple presque contemporain doit donc nous inciter à regarder les vestiges des moulins antiques avec plus d'audace, tentant de faire parler l'ensemble des vestiges et en tenant compte des caractéristiques suivantes. Premièrement, les moulins à usage industriel peuvent ne laisser aucune trace. Un moulin foulon, par exemple, qui utilise des battoirs actionnés par un arbre à cames est fait de pièces de bois. Dans des conditions normales d'enfouissement, elles ne se conservent pas. Il faudrait avoir la chance de trouver un moulin enfoui et immergé dans la nappe phréatique pour pouvoir retrouver des vestiges caractéristiques. Le cas est exemplaire car les archives médiévales évoquent souvent des moulins foulons, par exemple dès 1080 à Saint-Vendréille. Ils sont même le plus souvent cités devant les moulins à martinet pour les forges. Mais il faut souligner qu'on n'a pas d'illustration avant le XVIIe siècle, le début du XVIIe siècle, notamment chez Zonca, dans le nouveau théâtre di Macchine e Edifici, paru à Padova en 1607. Or, les fouilles médiévales n'en ont pas retrouvé jusqu'à présent. À une exception près, peut-être, un moulin construit en 1179-1180 est fouillé en 2010 dans la ville de Bourges, mais c'est une hypothèse par défaut qui vient simplement du fait que les fouilleurs n'ont pas trouvé de meule et donc ont imaginé un autre type de moulin. Deuxième point,
À la différence des moulins à usage industriel, les moulins à grains sont relativement aisés à repérer car leurs meules s'usent, se brisent et ne peuvent être récupérés. Donc, les fragments se trouvent rejetés à proximité du moulin. Un cas typique est fourni par le moulin médiéval de Tervé, fouillé par l'INRAP sur la ligne TGV à 30 km de Besançon. Au total, comme nous allons le voir, seuls les vestiges de broyage de minerais et les moulins utilisés dans la métallurgie du fer seraient facilement repérables car ils laissent des pierres caractéristiques, des enclumes et des sortes de meules, et ainsi que des déchets, c'est-à-dire des restes de minerais et des scories. Le troisième point, et ce sera ma dernière remarque de méthode, concerne les moulins qui ont eu des usages successifs. Nous en avons des attestations dans les archives du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Souvent, les moulins à grains ont été convertis en moulins foulons. Or, les usages successifs ont détruit les vestiges antérieurs. Nous avons bien vu le cas pour le cas de Niort. Je pense donc que ce cas qui est courant à l'époque moderne s'est probablement produit à plusieurs reprises dans l'Antiquité. On a pu transformer tel moulin à grains en système pour actionner des soufflets de forge. Ce pourrait être le cas, nous le verrons, du moulin de Rodersdorf-Kleinbühl en Suisse. J'ai aussi fait l'hypothèse, je la détaillerai tout à l'heure, que le moulin que j'ai fouillé à Sepinum en Italie avait été transformé de la sorte, en moulin à écraser l'écorce, en un moulin à farine ou à huile, ce que nous allons voir. Au total, lorsqu'un archéologue découvre un moulin à eau et qu'il l'identifie, il faut qu'il garde à l'esprit que plusieurs usages peuvent en avoir été faits. Voyons donc maintenant quels sont les usages industriels avérés ou possibles de l'énergie hydraulique. D'abord, dans les mines et l'abattage des sédiments. L'énergie hydraulique a surtout été utilisée à l'époque impériale pour concentrer le minerai d'or et d'argent, déplacer d'énormes masses de terrain stériles et enfin abattre les montagnes. L'exploitation de l'or était réalisée de plusieurs façons. Par orpaillage dans les rivières, par creusement de filons aurifères dans la roche, comme par exemple en Égypte, dans le Limousin ou en Dacie, et aussi à partir de l'époque impériale, par exploitation des dépôts alluviaux tertiaires. Mais leur teneur en or est basse. Il faut laver des millions de mètres cubes de terre pour trouver l'or. Pour les exploiter, les Romains ont mis au point des techniques utilisant à grande échelle l'énergie hydraulique. Ces techniques ont été employées dès le IIe siècle avant Jésus-Christ dans le Piémont, chez les Salas, puis en Espagne, près de Grenade, et surtout dans le nord-ouest de la péninsule ibérique. Et enfin, dans le pays de Galles. Elles utilisent un principe simple. Les paillettes d'or et les particules d'étain contenues dans les sédiments étant plus lourdes que les limons, se déposent au fond des fossés d'écoulement, et l'innovation technique a consisté à créer artificiellement ces fossés et à y faire s'écouler de grandes quantités d'eau lavant les sédiments. 3 techniques ont été employées. Les chantiers appelés peignes, et vous en voyez ici quelques exemples, à Las Omañas dans le Léon en Espagne, mais on en connaît aussi à Dolocoti dans le pays de Galles, et aussi en Cornouailles pour l'étain. Les chantiers dits ravins, où l'on fait converger les eaux dans un profond ravin où sont placés des sluices de récupération des minerais, c'est-à-dire des goulottes où l'on plaçait des bruyères pour récupérer l'or, et les chantiers dits cirques, car on utilise au centre une vaste dépression dans laquelle on fait s'écrouler la montagne. Ce que Pline appelait ruina montium dans le livre 33, paragraphe 72. Dans un texte d'ailleurs qui est très précis car il décrit les techniques et les coûts. Pour parvenir au tour de force de déplacer des milliers de tonnes, il fallait d'énormes investissements en construisant des aqueducs et des réservoirs. On utilisait l'eau à la fois comme force de pression pour abattre les piliers soutenant la roche et faire écrouler la montagne, et à la fois comme force de transport des sédiments et agent de lavage de l'or.
À Las Mediulas, en Espagne, les aqueducs ont 2 à 3 mètres de large et une centaine de kilomètres de long, mais je ne veux pas m'étendre sur cet exemple extraordinaire car j'ai demandé au meilleur spécialiste des mines d'Espagne, Claude Domergue, et à l'ingénieur Jean-Louis Borde de venir la semaine prochaine présenter et discuter ces vestiges dans le séminaire que j'organise. À côté de cette très importante utilisation de l'énergie hydraulique, on a également utilisé à l'époque romaine l'énergie hydraulique et particulièrement des moulins pour écraser le minerai. L'écrasement du minerai est une des tâches les plus dures des travaux miniers. Il faut en effet écraser la roche et tous les gisements filoniens livrent, c'est-à-dire les gisements où on a extrait le métal et principalement l'or en suivant des filons dans la roche, ces gisements livrent des enclumes de pierre ou des mortiers et des meules dans lesquels on réduisait le minerai en poudre. La mécanisation de ce travail fut donc une avancée significative dans la productivité. Dans certaines mines antiques de la péninsule ibérique et de Bretagne, c'est-à-dire aujourd'hui la Grande-Bretagne, de gros blocs de pierre portent des traces répétées de pilons frappant au même endroit. Ce type de pierre est représenté plusieurs fois dans un ouvrage de Georges Boer, dit Agricola, qui est paru en 1556. Ce fameux livre posthume, qui s'appelle le De Re Metallica, expose les connaissances métallurgiques de son époque en l'illustrant d'excellents bois gravés qui, par bien des côtés, peuvent aider à comprendre les installations antiques sur lesquelles la littérature de l'Antiquité ne dit rien de précis. Par ses descriptions et ses dessins, Agricola donne l'explication de ces pierres qui sont des enclumes sur lesquelles frappaient des pilons actionnés par une roue mue par la force de l'eau. Alors là, vous voyez un dessin qui est très clair, un aqueduc qui amène l'eau à une roue, qui la fait tourner. La roue est dotée d'un arbre à cames qui soulève des pilons qui écrasent le minerai sur une très grosse pierre, dont nous allons voir quelques exemples archéologiques. Du fait de cet ouvrage célèbre, on a cru pendant un temps que le bloc de pierre que l'on appelle Carreg Pumsaint dans les mines d'or de Dolocoti dans le pays de Galles était datable de l'époque moderne. Mais les fouilles entreprises à son voisinage, là vous voyez cette pierre tout à fait caractéristique avec ces encoches ici. Les recherches donc qui ont été faites à proximité de cette pierre par un archéologue qui s'appelle Barry Benham ont montré que les dépôts de quartz aurifères concassés et les dépôts d'argile qui provenaient du lavage des sédiments étaient datables de l'époque romaine exclusivement. Or, cette enclume gît à proximité d'énormes réservoirs alimentés par des aqueducs, eux aussi d'époque romaine, et il est donc probable qu'elle formait la base d'un bocard de bois actionné par une roue hydraulique. Le bocard, c'est cet appareil que nous venons de voir. Bon, cet appareil-là s'appelle le bocard. Par ailleurs, les mines d'or de la péninsule ibérique, localisées à Tres Minas et à Jales, dans le Portugal, et ainsi qu'à Lagos de Silva, Pozo de Fresnedos en Espagne, ont livré de nombreuses enclumes taillées dans d'énormes blocs de pierre du même type, et ces enclumes sont liées à des réseaux complexes d'aqueducs dont l'eau est à la fois utilisée pour le lavage des sédiments et probablement pour actionner les moulins. Ces enclumes présentent des cupules en ligne, comme vous pouvez le voir, sur lesquelles frappaient les pilons. Le stade suivant, qui consiste à broyer finement le minerai, se faisait traditionnellement avec des meules à mouvement alternatif, comme par exemple des mines d'Olinthe de type Olinthe ou Lorion, ou des meules à mouvement rotatif, qui sont attestées au Lorion pour la galène, dans les mines d'or de Limousin, dans les mines de fer des Martis dans les montagnes noires et dans bien d'autres endroits. Dans la mesure où l'énergie hydraulique était utilisée pour mettre en œuvre des bocards,
on doit imaginer que certains moulins miniers ont dû être mus par l'énergie hydraulique. Jusqu'à présent, on ne les a pas retrouvés et il reste donc à les identifier. C'est une problématique qu'il faut avoir à l'esprit désormais lorsqu'on fouillera ce type d'installation. Les capitaux nécessaires à ces travaux étaient considérables et probablement d'origine privée. En effet, par droit de conquête, l'État romain possédait les mines, mais il les affermait à des sociétés, en général de publicains, qui les exploitaient. On connaît mal leur importance ni leurs capitaux, mais on peut avoir une idée en rappelant que Pline, au livre 33, paragraphe 78, dit que les censeurs interdisent à ceux qui exploitent les mines d'or de Victimulae en Italie du Nord d'employer plus de 5000 travailleurs. Ça vous donne quand même une idée de l'importance du personnel qui travaillait dans ces sociétés. Et bien entendu, les sociétés qui travaillaient dans la péninsule ibérique devaient employer beaucoup plus de personnel. Il fallait en effet des capitaux importants qui ne pouvaient être finalement rassemblés que par des sociétés pour employer ces énormes quantités de main-d'œuvre qui n'étaient pas formés seulement d'esclaves, mais aussi d'ouvriers qualifiés et bien payés. Dans un article paru dans le Journal of Roman Studies en 1996, Hélène Cuvini a montré que les carriers du Mons Claudianus, cette énorme carrière de granit exploitée par les empereurs dans le désert oriental d'Égypte, recevaient des salaires relativement élevés et identiques aux mineurs d'or de la mine d'Albernus Major en Dacie, à la même époque, c'est-à-dire au IIe siècle. Dans les deux cas, ces salaires étaient bien au-dessus de ceux des travailleurs manuels ordinaires et ils indiquent à la fois la nécessité de bien payer les spécialistes pour les attirer et la nécessité pour ces sociétés de disposer d'énormes capitaux, car on estime le nombre d'employés nécessaires à ces travaux était, comme nous venons de le voir, considérable. Dans ces conditions, on comprend que tout ait été tenté pour mécaniser les tâches lorsque c'était techniquement possible avec les connaissances techniques de l'époque, c'est-à-dire en employant l'énergie hydraulique. Donc les mines, avec leurs besoins énormes et leurs capitaux, étaient un lieu privilégié d'emploi de l'énergie hydraulique. Mais ce n'est pas le seul, je pense que d'autres secteurs l'ont utilisé. L'un des secteurs possibles, c'est la métallurgie du fer. On a employé la force hydraulique pour affiner le fer, ce qui fut courant à partir du Moyen-Âge, et dans l'Antiquité jusqu'à présent, on pense que cet affinage se faisait à la main, mais nous allons voir qu'il y a quelques cas qui deviennent troublants. Comme vous le savez sûrement, dans l'Antiquité et jusqu'à l'époque moderne, le fer était produit dans des bas-fourneaux par réduction. C'est-à-dire que le carbone du charbon de bois réduit l'oxyde de fer, libérant le métal, mais sans le fondre véritablement. Le produit obtenu dans ces bas-fourneaux était un culot de fer doux, rempli d'impuretés, qu'il fallait affiner pour pouvoir le vendre et le travailler à la forge. Ce travail, qui consiste à marteler le fer en le chauffant, était généralement réalisé à proximité des bas-fourneaux, mais pas toujours. Cette opération répétitive et consommatrice d'énergie était mécanisée au Moyen-Âge dans ce qu'on appelle les moulins à martinet, où la force hydraulique actionnait par l'intermédiaire d'un arbre à cames et d'un levier de gros marteaux frappant sur une enclume. Un tel système, qui permet d'augmenter très fortement la production du fer, n'est pas attesté dans l'Antiquité jusqu'à présent. Et pourtant, les techniques disponibles permettaient de l'adapter. On a un temps pensé que l'un des moulins d'Ickham, en Angleterre, dans le Kent, avait pu servir à battre le fer. Au début des années 1970, l'exploitation des gravières en bordure de la rivière Little Stour a occasionné la destruction d'au moins 3 moulins hydrauliques
successifs dans cette localité d'Ickham, près de Canterbury. Le troisième moulin, qui est édifié dans le courant du IVe siècle, était associé à des meules cassées qui auraient pu servir d'enclume et à un gros marteau de fer. On a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir donc d'un moulin à battre le fer, comme de type de martinet du Moyen-Âge. Mais la poursuite de l'étude a montré que l'axe de bois, donc vous voyez ce gros marteau de fer qui fait plusieurs kilos, mais l'axe de bois est très petit et n'aurait pas résisté à un tel usage, et il est donc vraisemblable que ce marteau est plus simplement l'instrument d'un tailleur de pierre qui servait à rhabiller les meules, c'est-à-dire à creuser des sillons radiaux. Donc je crois qu'il faut éliminer ce cas qui aurait été intéressant. Mais un autre cas doit attirer notre attention. C'est celui des moulins hydrauliques trouvés sur le chantier de la Bourse à Marseille, qui ont été associés à la métallurgie du fer. Il faut s'y attarder un peu, d'une part parce que, comme vous le savez, la construction du centre-bourse de Marseille en 1967 a provoqué la destruction d'une grande partie du site majeur du port antique de la ville. C'est l'ampleur du scandale qui a provoqué l'arrêt du chantier et des destructions qui avaient déjà été très largement entamées, et qui a provoqué aussi une fouille d'urgence ainsi que la création d'un musée de site. C'est aussi un site important parce que c'est ce scandale qui a occasionné une première évolution des mentalités et de la législation. Le chantier de fouille lui-même a duré jusqu'en 1976 et des opérations ponctuelles ont repris lors des aménagements du parc archéologique lié au musée entre 1979 et 1984, et elles ont été suivies d'opérations de fouilles programmées destinées à éclaircir certains points jusqu'en 1994. Comme vous voyez, donc un chantier d'une ampleur considérable qui a duré un très long moment et qui s'est arrêté donc seulement il y a un peu plus de 15 ans. Après ce temps de latence et d'étude, l'évolution du secteur, qui s'étend sur 26 siècles, apparaît très complexe. Pour notre propos, il suffira de rappeler que le chantier est situé à l'une des portes principales de la ville, celle qui donne sur le port. Donc vous voyez ici les remparts, la porte, la ville est ici, le port est à cet endroit. Et bon, les remparts ont été édifiés, reconstruits à plusieurs époques, ce n'est pas le lieu de s'y appesantir. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'au début du IIe siècle après Jésus-Christ, on a créé un grand bassin d'eau douce, ici, que vous voyez dans cette partie qui est presque détruit, enfin en tout cas très proche des bâtiments du centre-bourse. Un grand bassin d'eau douce qui servait à l'alimentation des bateaux grâce à une roue élévatrice qui n'était pas actionnée par l'énergie hydraulique mais par l'énergie des hommes et qui permettait donc d'alimenter les bateaux par un système de tuyaux de bois et de cuir. À la fin du Ve siècle, alors que le bassin, que vous voyez là, donc une vue plus rapprochée, la corne du port, le rempart, le bassin d'eau douce s'est progressivement comblé de sédiments et de déchets divers dans le courant du IVe siècle, et il est pratiquement comblé au Ve siècle. Donc, alors que le bassin est presque totalement rempli, on met en place une roue à auger alimentée par une conduite qui n'a pas été retrouvée car située à une partie supérieure et déjà détruite, et cette roue à auger était actionnée par l'eau. Vous voyez ici le reste de la roue à auger conservé dans la nappe phréatique, et l'eau s'est évacuée vers le port assez classiquement. Cette première roue, dont le fond et la goulotte étaient conservés, avait 0,30 m de largeur et 2,80 m de diamètre.
elle ne fonctionnait pas dans une noria, car les objets n'ont pas d'ouverture de vidange et leur orientation n'est pas bonne pour garder l'eau. C'est donc une roue motrice. Claude Varocco et Jean-Marie Gassin, qui ont fait la fouille et la publication, pensent qu'elle n'actionnait pas des meules à grains, car il n'y a pas de puits d'engrenage et que sa puissance aurait été insuffisante pour faire tourner des meules. Les auteurs proposent que cette roue actionnait des soufflets de forge et comme la roue suivante, qui s'appelle la roue 2, qui est située ici, qui lui succède. Dans son ouvrage paru en 2008, Robert Spain pense que les calculs effectués lors de cette publication ne sont pas tout à fait justes et que, tel que calculé, le rendement de la roue était insuffisant pour actionner quoi que ce soit, et pas même des soufflets. Je crois donc qu'il faut augmenter le débit de l'eau et probablement rehausser l'arrivée. Et dans ce cas, étant donné le niveau d'arasement, il est évident que toute trace d'un puits d'engrenage a dû disparaître. Je crois donc qu'on ne peut pas dire que la destination de cette première roue était à usage industriel. Elle a pu très bien actionner un moulin à grains et qui a été assez largement détruit. Mais ce n'est peut-être pas le cas de la deuxième roue. Donc ici, vous voyez les détails de la première roue avec les parties conservées et la restitution. Bon, pardon, il y a un problème avec la deuxième roue. Donc ce n'est peut-être pas le cas de la deuxième roue qui est construite juste à côté et qui est édifiée, fait partie d'un moulin qui est édifié dans la première moitié du VIe siècle après Jésus-Christ. À ce moment-là, la conduite d'alimentation est déplacée vers le sud et la roue R2 est mise en place. Elle a été retrouvée parce que les parois du coursier, c'est-à-dire le logement de la roue, qui était constitué de tuiles posées de champs, portent des traces de frottement qui permettent de mesurer exactement son diamètre, c'est-à-dire 1,80 m. Étant donné la faible puissance dégagée par cette roue, cette dernière aurait actionné, parce que là les vestiges sont un peu mieux conservés, on peut faire un calcul plus précis. Cette dernière aurait donc actionné un soufflet de forge en liaison avec un atelier de forgeron dont les scories de fer ont été retrouvées à proximité. Donc c'est une hypothèse intéressante, mais il faut remarquer que les conditions de fouille et la rapidité avec laquelle il a été nécessaire de faire les recherches n'ont pas permis d'observer précisément le rapport entre les deux vestiges, c'est-à-dire entre cette deuxième roue et la forge elle-même, ni constater qu'il y avait des battitures à proximité. Vous savez, les battitures, ce sont les éclats de fer qui sautent lorsque on bat le fer dans une forge et qui sont très caractéristiques de ce travail. Or, à l'époque, on ne savait pas les reconnaître et les prélever, et donc ça n'a pas été observé. L'existence de telles battitures aurait pu indiquer justement la présence d'un pilon actionné par des cames, mais on n'en a bien sûr pas la documentation qui permette de le savoir. Toutefois, l'association des scories et de la roue est suggestive d'un usage industriel, que ce soit pour des soufflets ou pour un marteau. Il existe deux autres cas qui sont intéressants. Le premier, c'est la villa de Saint-Michel-à-la-Garde, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le deuxième, le moulin de Rodersdorf en Suisse. Dans les deux cas, le coursier de la roue a été rempli de scories de fer. Ce peut être un hasard. Mais il est possible aussi qu'il y ait eu usage de la force hydraulique pour actionner des soufflets, voire un marteau, et il est également possible que ces moulins aient été transformés dans un deuxième temps ou aient été utilisés alternativement pour un usage ou pour l'autre. On ne peut donc pas, à l'heure actuelle, prouver une quelconque utilisation des moulins pour actionner des soufflets ou des marteaux dans la métallurgie du fer dans l'Antiquité, mais ces quelques exemples troublants dont je viens de parler doivent inciter les archéologues à être beaucoup plus attentifs sur ce point à l'avenir et à tenter de faire les observations nécessaires lorsqu'il en est encore temps. On est beaucoup plus
informés grâce à des découvertes récentes sur les scieries hydrauliques. Scier les pierres, qu'elles soient tendres ou dures, est une fonction qui est attestée depuis l'âge du bronze en Orient. Pour les pierres tendres, on pouvait utiliser soit une scie métallique à dents, mais pour les pierres dures, telles que le marbre, il fallait utiliser un abrasif entraîné par une scie sans dents, c'est-à-dire un fil de métal, de fer qui n'a pas de dents. Le sciage, en fait, se fait par ce fil de fer grâce à du sable ou du carbondum qui est mélangé à de l'eau et qui, donc, en sorte, fait abrasif et permet de scier les pierres. L'eau réduit aussi la friction et évacue la poudre, et donc c'est un système qui était bien au point, longtemps exécuté à la main à l'aide de scies à cadres verticaux, parfois de très grande taille, et suspendus à des supports. L'utilisation de l'énergie hydraulique fut donc un grand progrès qui explique peut-être la grande vogue, et qui a permis peut-être la grande vogue des plaquages de marbre qui se répand au cours de l'Empire romain. Cette innovation est connue par deux textes, l'un d'Ozone et l'autre de Grégoire de Nice. Le texte fondamental est celui d'Ozone qui a été écrit vers 367 après Jésus-Christ. Il dit ceci. Le Selbis, qui est un affluent de la Moselle, doit sa célébrité à ses poissons. Quant à l'autre fleuve, l'Eburus, qui est aussi un autre affluent, il fait tourner d'un mouvement rapide les meules de pierre qui écrasent les grains. Il tire les scies au bruit strident sur les blocs de marbre aux parois lisses, faisant entendre sur les deux rives un vacarme continuel. Le texte de Grégoire de Nice mérite aussi d'être cité. Grégoire de Nice était un rhéteur du IVe siècle qui était devenu évêque de Nice en Cappadoce et qui a écrit des lettres et des discours. Dans l'ouvrage qui s'appelle In Ecclesiastem, au livre 3, paragraphe 556, on peut lire ceci. « Oh, quel travail accompli avec ces choses, quels appareils, certains coupant les matériaux avec l'eau et le fer, d'autres utilisant les mains des hommes, travaillant jours et nuits pour réaliser le sciage. » Comme vous le voyez, le texte n'est pas parfaitement clair et le premier membre de phrase pourrait être interprété comme faisant allusion au sciage avec l'eau et le fer, c'est-à-dire ce que nous venons de voir quand on met de l'eau et du sable ou du carborandum pour scier les pierres. Mais l'opposition avec le second membre de phrase, où ce sont les hommes qui travaillent jour et nuit à la même tâche, montre bien que l'eau qui est mentionnée dans la première partie de la phrase est bien l'eau qui sert à entraîner la scierie. Ces textes n'ont pas vraiment été utilisés à leur juste valeur jusqu'à ce qu'on découvre deux scieries hydrauliques, l'une à Éphèse et l'autre à Djérach en Jordanie, et que l'on découvre encore plus récemment un extraordinaire bas-relief à Hiérapolis de Phrygie, que vous voyez sur l'image. Jusqu'alors, soit l'authenticité de ces textes était contestée, par exemple par Lynn White en 1962, réfutée par la suite par Vikander, soit ils ont été interprétés comme allégoriques ou obscurs. Les auteurs qui acceptaient leur authenticité essayaient d'imaginer le fonctionnement de telles scieries. Comme on pensait alors que le système bielle-manivelle n'avait été inventé qu'à la fin du Moyen-Âge, certains auteurs avaient imaginé des solutions qui, avec le recul, semblent totalement irréalistes. Par exemple, Landel, en 1978, avait imaginé, à partir du texte d'Ozone, une scie rotative montée sur une série d'engrenages qui entraînait donc une espèce de scie circulaire. C'est absolument impensable car il aurait fallu forger des disques de plus de 3 mètres de diamètre et de faible épaisseur, ce qui était techniquement impossible pour les forgerons antiques, et il aurait fallu aussi concevoir des chariots mobiles très puissants
et précis pour poser les blocs et les amener sous la scie. Rosemek, en 1982, restituait, lui, un entraînement par une came donnant un mouvement alternatif à la scie. Mais les difficultés pratiques de son système sont telles qu'il ne pouvait réellement fonctionner. Sims, en 1983, supposait que l'arbre moteur entraînait un câble passant sur le bloc et le sillon. Mais fabriquer de tels câbles et concevoir un système d'entraînement était hors de portée de la technologie antique. Bref, la croyance de l'invention médiévale de la bielle bloquait toute restitution réaliste. Or, cette idée préconçue a été éliminée par la découverte des vestiges de Syrie et par le bas-relief de Hiérapolis. Commençons par ce dernier, car il donne la clé de la reconstitution des scies et il montre que la bielle et la manivelle existaient dès le IIIe siècle de notre ère et probablement avant. Le bas-relief de Hiérapolis a été publié à plusieurs reprises par Klaus Grewe et Paul Kessener. Ils ont fait toute une série d'articles. Le plus accessible pour des Français serait un article qui s'appelle A Stone Relief of a Water-Powered Stone Saw at Hierapolis of Phrygia, a First Consideration and Reconstruction Attempt, qui est paru dans un colloque que j'avais publié avec Jean-Luc Fiche qui s'appelle Énergie hydraulique et machines élévatrices de l'eau dans l'Antiquité, paru à Naples en 2007. Donc je vous renvoie à cet article pour tous les détails. On va quand même le détailler un peu. Le bas-relief a été trouvé sur la route qui menait à la porte de Frontinus. C'est le sarcophage d'un certain Marcus Aurelius Ammianus qui est daté de la seconde moitié du IIIe siècle. Sous l'inscription que vous voyez là, qui rappelle que Ammianus ou Ammianos était un homme ingénieux, l'inscription dit Daidaleos, on dirait aujourd'hui un ingénieur. Sous l'inscription, donc, on voit une grande roue verticale qui est alimentée à l'épaule par un aqueduc. Vous voyez ici l'arrivée de l'aqueduc qui arrive au milieu de la roue. La roue verticale est liée à un axe moteur qui entraîne une roue plus petite à l'autre extrémité. Cette autre roue était probablement un rouet, donc là, le dessin n'est pas assez précis, mais on voit bien que cette roue est liée à une deuxième roue ici, et donc probablement par un système de dents, donc un système roué assez classique, qui entraînait donc une deuxième roue. Et deuxième roue qui était dotée de manivelles, qu'on voit ici, et de bielles, que vous voyez ici, qui elle-même faisait mouvoir, par un mouvement alternatif, des scies, donc deux scies de part et d'autre, scies de gros blocs de marbre que vous voyez ici. Donc voilà quelques détails de la roue motrice hydraulique avec son alimentation à l'épaule et de la roue secondaire avec les bielles et la manivelle qui actionne la scie à cadre qui scie les blocs de marbre. Et voici la restitution qui est proposée par Klaus Grewe et Paul Kessener. Et qui parle d'elle-même, comme vous voyez, donc la manivelle et la bielle actionnent les scies à cadre qui scient progressivement donc ces blocs de marbre. Klaus Grewe a pensé qu'Ammianos avait fait représenter cette machine sur sa tombe parce qu'il en aurait été l'inventeur, ou en tout cas qu'il l'aurait perfectionné. C'est possible, mais il est probable qu'une telle machine a demandé une mise au point fort longue et qu'Ammianos était plutôt l'un de ces mécanorgoïs, de ces constructeurs de machines qui devaient être assez nombreux en Orient et aussi en Occident. On trouve mention de ces personnages dans des papyrus égyptiens et ils sont globalement cités dans l'ouvrage de John Peter Oleson en 1984.
et dans une inscription de Sardes qui est datable du 4e, 6e siècle après Jésus-Christ au nom d'un certain Euchromios, constructeur de moulins hydrauliques. Mais on en trouve aussi en Occident, puisqu'à Arles, une fameuse inscription trouvée dans les Aliscans et qui est datée de la seconde moitié du IIe siècle ou du début du IIIe siècle, rappelle le nom de Quintus Candidus Benignus, célébré comme un Faber Tignuarius très savant, que, je cite l'inscription, personne ne pouvait surpasser, lui qui savait construire des machines hydrauliques ou diriger le flux des eaux, organa qui nocet facere aquarum aut ducere cursum. L'inscription est rapportée au CIL 12, numéro 722. On doit donc en effet imaginer tout un corps de ces constructeurs plus ou moins innovants si l'on pense à la diffusion étendue des moulins, des norias et maintenant des scies, qui toutes demandaient des engrenages et des systèmes de transmission complexes. En effet, ce ne peuvent être des individus isolés qui ont réalisé ces machines. Il faut une technologie acquise et améliorée, ainsi qu'une connaissance par les élites qui détenaient les capitaux, connaissance de ces machines et de ces personnages, car les élites avaient besoin de ces personnages savants pour construire les édifices qu'ils souhaitaient édifier dans les villes et donc conduire les chantiers et mettre en œuvre ce type de machine. En effet, la demande pour ce type de machine était due en grande partie aux commandes publiques et aux travaux payés par les évergètes qui faisaient construire de grands monuments à plaquage de marbre et aussi, par voie de conséquence, aux travaux privés que ces mêmes riches personnages pouvaient commander pour orner leur demeure. Alors, ça, nous avons cette vision théorique et maintenant, nous allons voir quels sont les vestiges réellement découverts. En effet, la première de ces installations, en termes de découverte, est celle qui a été mise au jour à Gerasa dans l'Antiquité, un site très important de Jordanie à l'heure actuelle. L'installation a été identifiée par Jacques Seigne, qui est notre collègue directeur de recherche et architecte au CNRS, et qui l'a identifiée en 2002. Mais l'histoire de la découverte mérite d'être contée en deux mots, car elle est assez illustratrice de la sous-évaluation justement de ces installations et de l'énergie hydraulique dans l'Antiquité. Car cette installation a été dégagée en 1926 et elle est restée exposée à l'air libre jusqu'en 2002 sans que personne ne comprenne ni sa fonction ni son importance du point de vue de l'histoire des techniques. C'est donc tout le mérite de Jacques Seigne de l'avoir interprété et restitué non seulement par le graphisme, mais aussi en vraie grandeur, car il a reconstitué in situ cette extraordinaire machine. Voyons-en les particularités. La scierie est implantée à l'extrémité occidentale d'une chambre rectangulaire du cryptoportique méridional du sanctuaire d'Artémis, dans une salle qui mesure 8,65 m de long par 6,65 m de large et que vous voyez ici. Vous voyez ici dans l'état immédiatement après nettoyage au début des années 2000 et puis ici lorsque une fouille complémentaire a pu être réalisée. En partie haute, c'est-à-dire ici, se trouve un réservoir de 2,80 m par 4,20 m qui était alimenté par une grande citerne, elle-même remplie par un aqueduc destiné à apporter l'eau à la fontaine de la rue. Donc on voit une double utilisation de l'eau de l'aqueduc. De ce réservoir descend un canal vertical que vous voyez ici, qui aboutissait à un coursier, donc qu'on voit mieux sur cette diapositive, c'est-à-dire l'endroit où était située la roue motrice, un coursier large de 0,60 m et
orienté selon l'axe de la salle et qui mesurant 3,80 m de long. Dans ce coursier tournait une roue à auget verticale. De part et d'autre de l'axe de la roue, vous voyez ici, il y a des blocs qui soutiennent un palier, et il y a également, ici et là, 2 tronçons de colonnes en cours de sciage. Ce sont les colonnes du portique de la cour du sanctuaire elle-même, et les blocs avaient été abandonnés en cours de sciage alors qu'on était en train de faire des plaques de 4 à 5 mm d'épaisseur par groupe de 4. La roue est alimentée par en dessus par le réservoir, et donc vous voyez ici une reconstitution de Jacques Seigne. Vous voyez le réservoir, l'alimentation en eau de la roue à auger qui actionne donc les scies. Et l'eau, bien entendu, après son usage, était évacuée par le canal de fuite qui est situé ici et qui est souterrain ensuite. La roue motrice entraînait un arbre très court sur lequel étaient fixés 2 plateaux qui étaient dotés d'excentriques de métal de 8 cm de diamètre. On peut le mesurer grâce aux traces qu'ils ont laissées, car effectivement, ils ont laissé des rainures concentriques à l'extérieur des blocs, c'est-à-dire de ces blocs qui sont là, et qui permettent donc une restitution sûre du système. Les manivelles actionnaient des bielles de bois de 3,75 m de longueur, articulées à des scies à 4 lames, qui, compte tenu de la longueur des blocs en cours de sciage, sont estimées à 3,80 m de long. Pour tendre les scies et les guider, il fallait qu'elles fonctionnent dans un cadre rigide vertical, que vous voyez ici, et les traces de sciage sur les blocs montrent que le cadre était légèrement déplacé à chaque coupe sans avoir à déplacer les blocs, ce qui implique une forme d'articulation et de réglage des bielles sur la scie. Il fallait aussi équilibrer les scies, car le poids des bielles avait tendance à les abaisser vers la roue, c'est-à-dire de ce côté-là, et donc il fallait un contrepoids de l'autre côté. La datation de l'installation est postérieure à l'abandon du sanctuaire d'Artémis et antérieure au 18 janvier 749, c'est-à-dire la date du tremblement de terre qui a détruit l'ensemble de la ville. Mais la fouille du canal de fuite, c'est-à-dire de cette partie qui avait échappé aux anciennes fouilles et qu'a pu refouiller Jacques Seigne ici, la fouille donc de ce canal de fuite a livré un abondant mobilier de la fin du VIe siècle qui montre que la machine était alors hors d'usage à cette époque-là. Le plus vraisemblable est donc qu'elle a fonctionné durant le règne de Justinien, époque où l'on a construit à Gerasa pas moins de 8 églises et où l'on a réaménagé les thermes de Placus. Ces grands travaux demandaient de nombreux plaquages de marbre et il est clair que cette machine a donc servi probablement environ un demi-siècle et qu'elle a été soigneusement démontée à la fin de ces grands travaux. À Éphèse, ce sont les fouilles autrichiennes qui ont mis à jour une machine assez semblable. La scierie a été trouvée dans la pièce WT2 de le Hanghaus 2 en 1983. Le Hanghaus, c'est cet grand ensemble de maisons qui est ici au-dessus du centre-ville d'Éphèse, que nous avons vu lors du dernier cours, car elle comprend dans la phase tardive un ensemble de 7 moulins hydrauliques. Et le dernier de ces moulins, ici, est une scierie, en fait. Un aqueduc, que vous voyez ici, qui passe au-dessus de la maison, alimentait donc les 7 moulins, dont la scierie qui est installée dans une grande pièce de 13 mètres par 11 et qui est donc située en bout au plus près du centre-ville parce qu'il fallait charrier des blocs de monuments en cours de démontage jusqu'à la scierie pour
créer donc ces plaquages de marbre. Et il était donc logique d'installer la scierie au plus près des anciens monuments, de façon à ne pas avoir à charrier les blocs sur une trop grande distance. Dans la scierie, le moulin lui-même, la machine elle-même, occupe 8,50 m par 3 mètres, et donc dans cette partie-là, exactement, le reste étant utilisé comme atelier de finition et de polissage. 2 orifices dans le mur servaient à encastrer des poutres qui supportaient les paliers de la roue. Et vous voyez ici la reconstitution, les orifices dans le mur et tout le système complexe de poutraison. Leur hauteur détermine que la roue mesurait environ 2,80 m de diamètre pour une largeur maximum de 0,50 m. Aux 2 extrémités de l'arbre moteur se trouvaient des manivelles qui actionnaient les scies par l'intermédiaire de bielles selon le système que nous avons vu à la fois à Hiérapolis de Phrygie et à Gerasa. Ces bielles mesuraient au moins 4,30 m, qui est la distance entre l'axe de la roue et les scies posées sur les blocs qui sont encore en place. La longueur des lames se déduit des blocs sciés, et elle fait environ 3 mètres de longueur pour une épaisseur de quelques millimètres et une hauteur d'environ 10 cm. La machine actionnait 2 lames de chaque côté, comme le montrent les traces de sciage sur les blocs encore en place. La suspension des lames est nécessaire pour qu'elles ne bloquent pas et qu'elles permettent à l'abrasif de passer dessous. Des trous dans le mur et des poteaux au centre sont la trace du cadre de suspension qui devait être équilibré par des contrepoids pour que les scies travaillent à l'horizontale, et c'est ce que vous voyez sur cette illustration. Vous voyez les contrepoids à l'autre extrémité de façon à compenser le poids des bielles sur la partie avant des scies. Alors, la construction de la machine est plus tardive que celle de Djerash. Elle est datée de la fin du VIe ou du début du VIIe siècle par le mobilier qui a été trouvé sous les sols. Sur les scies, je voudrais faire une petite conclusion partielle. Selon Jacques Saigne, le défaut majeur de ces machines était l'impossibilité de les arrêter instantanément s'il y avait un problème. En effet, si une scie bloquait, soit une pièce cassée, soit la roue sortait de son berceau. Jacques Saigne pense donc que la mise en œuvre de cette machine ou de ces machines complexes rencontrait des difficultés techniques, et il écrit, je cite, « Malgré leur incontestable succès, ces machines semblent avoir eu des fonctionnements capricieux, aléatoires et finalement peu rentables car peu fiables, au point que leur développement resta sans doute très limité, lié à des périodes de relative prospérité et de forte demande en matériaux de plaquage. L'invention, apparue à l'aube d'une période de déclin économique, n'aurait pas eu le temps d'être perfectionnée, faute d'investissement. » Je ne pense pas qu'on puisse suivre totalement ce raisonnement. Les machines d'Éphèse et de Djerash ont fonctionné. Et elles ont fonctionné probablement durant des laps de temps importants. Elles étaient donc au point. Ce ne sont pas des tâtonnements. Il est vraisemblable que la question de l'arrêt de la machine avait été résolue, soit par un système de dérivation du flux d'eau, soit plus probablement par une pièce ou une série de pièces conçues pour casser, telles que des dents ou une cheville. Dans le bas-relief de Hiérapolis, cette pièce destinée à casser pourrait être les dents du rouet entraînant la bielle. Klaus Greve a en effet pensé que c'était une complication inutile de ce système hérité des engrenages de moulins à grains, mais je pense que ça pourrait être simplement un système de sécurité qui fait que lorsque une scie bloque, au lieu de détruire tout le système, une des dents casse et la machine s'arrête. Or, c'est très facile de remplacer une dent, puisque ce n'est jamais qu'un petit cylindre de bois qui est enfiché dans le rouet.
c'est un système qui est bien connu à l'époque médiévale et moderne, et il n'y a pas de raison que les anciens ne l'aient pas utilisé. Par ailleurs, je voudrais dire qu'on trouve des attestations archéologiques des scieries uniquement dans le centre des villes en cours de restructuration à la fin de l'Antiquité. Et lorsqu'on fouille ces centres pour mettre au jour des monuments de la grande époque, c'est-à-dire du Haut Empire ou de l'Antiquité tardive en ce qui concerne l'Orient. Il est évident qu'à une époque antérieure, les scieries de marbre étaient situées à l'extérieur des villes, le long des rivières, comme le suggère le poème d'Ozone. L'eau fournissait l'énergie pour faire tourner les machines et permettait aussi de livrer les blocs importés des carrières lointaines directement chez les marbriers. C'est donc là qu'il faut chercher les dépôts de marbre et les vestiges des scieries les plus anciennes. La très large utilisation des plaquages de marbre dans les monuments à partir des IIe et IIIe siècles s'explique probablement par la mise au point et l'utilisation de ces scies mécaniques entraînées par l'énergie hydraulique. Et donc, contrairement à Jacques Saigne, je pense qu'il y a eu un développement beaucoup plus important de ces machines, mais qu'il nous reste encore à les trouver, notamment à la périphérie des villes. Un autre point et une autre utilisation de l'énergie hydraulique concerne les tanneries et les moulins à temps. Les moulins hydrauliques destinés à fabriquer le temps, c'est-à-dire à écraser l'écorce de chêne, ne sont pas connus par les sources écrites antiques qui nous sont parvenues. Mais je prétends que l'archéologie permet de faire remonter leur usage sous l'Empire romain. Les tanneries de l'époque romaine utilisaient divers agents chimiques. L'alun, employé pour les petites peaux souples, dont on faisait par exemple les bourses, et surtout la noix de Galles et l'écorce de chêne et d'autres arbres, qui sont riches en tanins végétaux et qui servaient à fabriquer des cuirs forts pour faire notamment des chaussures à partir de peaux de bovin, des semelles, des pièces d'armement, des boucliers, toutes sortes d'usages dont les anciens faisaient du cuir, notamment dans l'harnachement, etc. Ce traitement des cuirs par des bains végétaux, par tanin végétal, a fait en sorte que ces cuirs ont supporté relativement bien l'humidité et a autorisé leur conservation lorsqu'ils ont été enfouis au niveau des nappes phréatiques, ce qui est souvent le cas, par exemple, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Carole van Driel-Muret, qui est la grande spécialiste du cuir dans le nord de l'Europe, a finement observé que l'archéologie ne trouve des cuirs que durant l'Empire romain. Aucun cuir antérieur ni postérieur n'a été trouvé, et elle interprète cette anomalie comme le résultat de la grande qualité du traitement du cuir par les tanins végétaux. Or, pour réaliser ces tannages de qualité, il fallait utiliser donc des cuves cylindriques, comme on peut le voir par exemple à Pompéi ou à Santa Cecilia à Rome, et il fallait disposer de grandes quantités de poudre d'écorce de chêne. À l'époque de l'éruption du Vésuve à Pompéi, c'est-à-dire dans le troisième quart du 1er siècle après Jésus-Christ, on broyait l'écorce de chêne dans de grands mortiers, à la main. Et dans les fouilles que nous avons effectuées dans cette tannerie, dont je parlerai dans un cours d'une année future, nous avons trouvé ce mortier à côté de la grande salle des cuves. Et donc, à cette époque-là, au 1er siècle après Jésus-Christ, dans un grand établissement industriel de tannerie comme celui de Pompéi, on écrase l'écorce de chêne à la main. Mais ce n'est peut-être pas le cas à une époque postérieure. Le problème, c'est qu'on connaît très peu de tanneries antiques. Et leur plan n'est complet que dans le cas de la tannerie 1-5 de Pompéi dont je vous ai parlé, et peut-être en partie aussi dans celle de Sépinum dont nous allons parler maintenant. Sépinum est situé, comme vous le voyez sur cette carte, dans les montagnes de l'Apennin, à une centaine de kilomètres au nord de Naples,
au croisement de très anciennes voies de transhumance. C'est une ville qui commence à se développer au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à ce croisement de voies de transhumance, mais à cette époque-là, c'est un habitat groupé qui n'est pas fortifié. L'agglomération devient un municipe après la guerre sociale et il ne semble prendre son aspect monumental que sous le règne d'Auguste, et surtout après que Tibère et Drusus aient financé la construction des murailles et des portes entre 2 avant Jésus-Christ et 4 après Jésus-Christ. C'est à cette période que sortent de terre les principaux bâtiments qui entourent le forum, la basilique, le marché, le Capitole. Alors, vous voyez ici le forum, les divers temples, la basilique, le marché, et un certain nombre de maisons que nous allons voir maintenant, dont une comporte une tannerie. Là, voici une vue du forum que j'ai faite avec un ballon qui vous donne une image un peu générale. Et pour en finir avec l'histoire de la ville et pour vous donner le cadre, la cité continue à être occupée pendant tout l'Empire romain jusqu'au Ve siècle, puisqu'un évêque est attesté au début du VIe siècle, en 501. Et il semble que ce soit la guerre gréco-gothique des années 535-553 qui ait marqué une phase d'abandon, au moins partielle, de la ville. Et à partir de ce moment-là, les monuments et les remparts ne sont plus entretenus et la ville est progressivement abandonnée. Le forum lui-même et ses abords a été dégagé entre 1952 et 1955. Et là, donc, immédiatement au sud du forum, qui est situé ici, a été mise au jour à cette occasion 2 maisons, qui sont toutes les deux pourvues d'un atrium. Vous voyez ici un atrium avec son bassin, le deuxième atrium ici avec son impluvium. Deux maisons dont chacune comporte des boutiques en façade, et la plus méridionale comporte 3 boutiques dans une première phase. Il y a 3 boutiques, 1, 2 et 3. Et cette première maison est construite dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ. Je ne vais pas trop détailler l'histoire de cet ensemble qui est bien entendu long et complexe, mais il faut indiquer qu'après le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, 2 salles dotées de cuves sont construites. Et vous les voyez ici, il y a une première salle ici et une deuxième au-delà de ce mur. Je crois qu'il s'agit d'une tannerie qui devait traiter des peaux de moutons transhumants dont le passage à Sépinum est bien documenté par une célèbre inscription qui donne le texte d'un récrit de Marc Aurèle et qui a été commenté par plusieurs auteurs et entre autres assez récemment par Mireille Corbier à l'occasion d'un colloque sur la romanisation du Samnium qui avait été organisé par le Centre Jean Bérard et qui a été republié plus récemment dans un ouvrage paru au CNRS qui s'appelle « Donner à voir ». À une époque qui n'est pas antérieure, selon moi, au milieu du IIIe siècle, et donc plus probablement dans la deuxième moitié du IIIe siècle, voire au début du IVe siècle, un moulin hydraulique a été construit dans l'une des boutiques, la boutique nord de la maison. Les fouilles anciennes n'ayant conservé aucun mobilier provenant du moulin et les importants travaux de restauration effectués par la suite, ayant détruit toutes les couches d'occupation, on ne connaît pas la durée d'utilisation du moulin, mais je crois qu'il a dû fonctionner au moins 60 ans, et donc jusqu'au IVe siècle, car les dépôts à l'intérieur de l'aqueduc qui l'alimente permettent de le dire. En effet, nous avons effectué une lame mince à travers ces dépôts qui a été analysée par mon collègue Jean-Louis Guindon du CNRS, qui a compté au moins 60 lamines. Vous voyez, ce sont ces petits traits qui correspondent à un dépôt de calcaire qui se forme annuellement. Et donc, on a ainsi la certitude que
le moulin a fonctionné au moins 60 ans avec plusieurs périodes de curage. Notamment, on a curé à un moment donné le canal d'alimentation. Vous voyez que les lamines ici sont coupées et que de nouveaux dépôts se déposent au-dessus. Le moulin est implanté dans une pièce de 6,50 m de largeur pour une longueur d'environ 10 mètres. Vous voyez ici donc le moulin. Et en fait, l'ensemble coursier puis d'engrenage est désaxé par rapport aux structures de la demeure antérieure et il est aligné sur le décubanus. Le coursier lui-même, qui est cette partie que vous voyez ici, le coursier est une image avec le ballon. Le coursier lui-même, c'est-à-dire l'endroit où tourne la roue, mesure 5,50 m de longueur pour 1,20 m de large et il est dallé de tégulés, comme vous le voyez, et les parois sont recouvertes de dépôts très caractéristiques. De dépôts de calcaire, donc ce sont ceux que nous avons analysés. La roue était supportée par des paliers, dont on voit ici les orifices, et que vous voyez ici les paliers de support de la roue, et qui nous permettent donc de fixer son diamètre sans trop de difficultés. Et elle était alimentée par un aqueduc qui passait sous le trottoir, que vous voyez ici, que j'ai dégagé sous le trottoir. L'aqueduc était fermé à son extrémité par un système de vannes, que vous voyez ici. Donc il y a à la fois une vanne qui permet d'ouvrir l'eau alimentant la roue et une vanne de dérivation qui envoie l'eau dans l'égout qui est situé sous la rue. Donc l'ensemble comprend ici le coursier où tournait la roue et le moulin, le puits d'engrenage qui, comme vous le voyez, est très grand, et je vais revenir là-dessus, et présente la particularité d'être dallé, ce qui n'est jamais le cas dans les moulins que nous avons vus jusqu'à présent, dallés de tégulés, une dizaine de tégulés entourés d'un dallage de pierre. Voici une vue plus détaillée et vous remarquerez aussi que les tégulés sont cassés par des impacts. Et je crois que c'est également significatif. Une autre vue de cet ensemble et vous remarquez que, et ce sera important, qu'un grand trou a été foré dans un deuxième temps dans cette partie. Pardon, je ne suis pas dans le bon sens. Donc, comme nous venons de le voir, ce puits d'engrenage est très particulier à cause du dallage, à cause du fait que les tuiles qui dallent le fond sont cassées par des impacts, et aussi parce qu'il est anormalement grand par rapport aux moulins à farine qui sont connus. Et j'ai pris sur cette photo, sur cette diapositive, j'ai mis à la même échelle quelques exemples de moulins hydrauliques connus, celui des Mesclans, celui de Loribel, celui de Saint-Pierre-les-Laurons aux Arcs, celui de Pietralate à côté de Rome, et vous voyez que celui de Sépinum à la même échelle est 3 fois plus grand que cela. D'autre part, l'axe de la roue, que nous pouvons restituer ici grâce à l'emplacement des paliers, est très bas par rapport au sol du puits d'engrenage. Ce qui empêche de le coupler à un rouet qui, évidemment, n'aurait pas pu tourner dans aussi peu d'espace. Le niveau très bas de l'axe de la roue, l'existence d'un puits d'engrenage très long et des traces d'impact sur le sol ne s'explique, selon moi, que si l'arbre était pourvu de cames soulevant des pilons qui, en retombant dans des mortiers,
provoqué des traces d'éclatement qui ont été observées sur les tuiles. D'autre part, au moment où l'on construit le moulin, les mortiers à main qui devaient être utilisés jusqu'alors ont été cassés et inclus dans la maçonnerie, ce qui est la preuve, notamment dans le sol, ici j'en ai trouvé des morceaux cassés, ce qui est la preuve d'un changement de technique et donc de l'obsolescence de la technique de l'écrasement de l'écorce à la main. Il existe une seconde phase du moulin où l'arbre à cames a été démonté et où un rouet a été installé, et c'est la raison pour laquelle on a creusé dans une deuxième phase, dans le substrat géologique, cette fosse que vous voyez là. Cette seconde phase a peut-être été inaugurée par un curage de l'aqueduc et peut avoir été nécessitée par un changement donc, de destination du moulin. Ici, vous voyez la restitution que je propose du système avec l'arbre à cames soulevant les pilons et les mortiers qui sont en dessous. Et ici, une possible restitution de l'ensemble s'il a été transformé en moulin à farine, ou en tout cas un moulin qui utilise un rouet. Donc vous voyez ici l'emplacement de la roue et le rouet qui tourne dans cette fosse qui a été creusée et qui, comme vous le voyez, n'est pas du tout aménagée. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les autres types de moulins à farine qui ont été dégagés partout ailleurs. Le plus simple est donc imaginer que le moulin a été reconverti, soit pour moudre du grain, mais ce n'est pas la seule hypothèse possible, car les analyses chimiques qui ont été effectuées dans plusieurs cuves ont montré que l'une d'entre elles avait été utilisée probablement à la fin de son utilisation pour stocker de l'huile, et il est possible qu'on ait donc transformé dans une deuxième phase ce moulin qui servait à écraser l'écorce de chêne pour faire un moulin à huile. Ça serait une grande innovation. Dans un article que j'avais écrit en 1997, j'avais essayé de faire le point justement de l'utilisation de l'énergie hydraulique dans les moulins à huile et je n'avais trouvé aucun exemple possible de l'utilisation de tels moulins dans les huileries, et donc ça serait dans ce cas-là une grande première. J'avance cette hypothèse avec beaucoup de précaution, je sais combien elle est fragile, mais il me paraît intéressant de la faire car ça pourrait attirer notre attention sur d'autres vestiges de ce type. Mais là encore, les conditions désastreuses de la fouille qui a été effectuée en 1957 ne permettent rien d'autre que des suppositions quand on manque de toute documentation et notamment on manque d'éventuels rapports sur des meules qui auraient pu être trouvées à cet endroit-là. On n'a absolument rien. Donc, malgré tout, ce qu'il faut retenir de cet exemple de sépinum, c'est qu'il me paraît hautement probable que dans la première phase, le moulin sert à écraser l'écorce de chêne pour la tannerie, et donc ça serait une innovation très importante, et que dans une deuxième phase, on revient à un usage probablement plus classique de moulin à grains, ou alors peut-être de moulin à huile. Un dernier type d'utilisation de moulins pour d'autres usages que l'écrasement des céréales, la mouture des céréales, pourrait être les moulins foulons. Là encore, on manque de toute indication textuelle antique, iconographique ou archéologique. Mais il faut rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que d'éventuels moulins foulons ont toute chance de ne pas laisser de traces évidentes, car le bois n'est que très rarement conservé. En effet, à l'époque médiévale et moderne, les battoirs qui servaient à écraser, à fouler les tissus étaient tout en bois. Et il faut aussi rappeler que ces moulins foulons existent
dès 962 dans les Abruzzes et dans la région de Milan à la même période, donc il est possible qu'il remonte à une époque plus ancienne. Toutefois, l'existence de grandes fouleries presque industrielles, où le foulage était réalisé par des hommes, est bien attestée à Ostie, à Florence, et désormais à Rome, avec l'extraordinaire exemple de la Foulonica de Casalbertone, où on a trouvé 80 stalles de foulage récemment dans une fouille d'urgence, montre que pour l'essentiel, les fouleries antiques utilisaient la force humaine, et c'est peut-être lié au fait que l'utilisation du foulage dans l'Antiquité n'est pas le même qu'au Moyen-Âge. On ne foule pas dans l'Antiquité les draps, ou en tout cas les pièces de tissu brut, mais les vêtements finis avant de les vendre. Donc c'est une question qui reste ouverte, mais il me paraît vraisemblable que si cette technique avait été employée pour le foulage des tissus à l'époque antique, la foulerie de Casalbertone n'aurait pas eu l'allure qu'elle présente à la suite des fouilles qui viennent d'être réalisées. Donc nous avons balayé assez largement les possibles usages industriels ou les usages industriels avérés, et nous nous trouvons maintenant devant les lacunes et les questions qu'il convient de poser pour le futur. La première concerne les meules. En effet, les lacunes géographiques, nous l'avons vu, sont dues à l'état variable des recherches. Il faut certes multiplier les prospections et les fouilles des moulins, mais désormais, nous savons reconnaître ces moulins, même s'ils laissent que des traces légères. Nous savons en effet où les chercher, souvent en dehors des noyaux centraux des villets, soit sur des dérivations d'aqueducs ou sur des cours d'eau. Certes, il faut lancer des enquêtes sur l'Afrique, l'Espagne, l'Illyrie, etc., mais le travail est en cours. Je crois surtout qu'il faut recenser et étudier les meules qui se sont accumulées dans les musées et dans les dépôts de fouilles. Sur ce plan, il faut citer les travaux pionniers de Timothy Anderson et de Daniel Castella sur les meules de Suisse, la thèse récente de Samuel Longepierre sur les meules de Narbonnaise, qui va paraître ce mois-ci ou le mois prochain aux éditions Monique Mergoual, les travaux en cours de Timothy Anderson sur l'Espagne et les travaux de Andrew Wilson sur l'Angleterre. La thèse de Samuel Longepierre apporte un tableau d'ensemble sur la Narbonnaise qui couvre une très longue période, du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XIIe siècle après notre ère, et cette thèse fournit des chiffres. Durant l'Empire romain, les grandes meules d'un diamètre de 60 à 80 cm, qui ne sont donc pas des meules actionnées par des hommes, ce sont des meules qui sont le plus souvent actionnées par des roues à aubes. Ces meules constituent la moitié des meules qui ont été retrouvées. On compte 81 meules à main et 87 grandes meules au cours de cette période. Étant donné leur productivité nettement supérieure, cela signifie que les céréales étaient moulues principalement dans des moulins collectifs. Longepierre constate qu'après le IVe siècle, la proportion des grandes meules baisse nettement et que les familles semblent avoir à nouveau recours aux meules à main pour les besoins domestiques. Un exemple significatif est donné par les habitats qui réoccupent le théâtre romain d'Aix-en-Provence, dans le site de Notre-Dame de la Cède, au cours des 5e et 6e siècles après Jésus-Christ. Ces habitants ont livré 6 meules à main pour à peu près autant de maisons, et à la même période, le village perché de Roc de Pampelune, dans l'Hérault, qui a été fouillé par Laurent Schneider, comptait un moulin à main par maison, et on a trouvé effectivement 22 meules à main dans ce village. Dans une communication qui a été présentée au colloque Archéologie des moulins hydrauliques, attraction animale et avant des origines à l'époque médiévale, qui s'est tenue à Lons-le-Saunier en novembre 2011, Luc Jacotet a de son côté présenté une étude
des meules du nord-est de la France et il compte 324 meules antiques, parmi lesquelles il a identifié 46 meules de grand diamètre en Franche-Comté et 11 en Bourgogne. Ces meules sont souvent en basalte, quelquefois en granit ou en grès des Vosges. Les grandes meules se trouvent surtout dans les agglomérations, mais aussi dans les villets, avec plusieurs meules comme les meules du moulin de Burgil, de la villa de Burgil, ou celle de Saint-Aubin. Les catillis sont assujettis au gros fer par des crampons, comme à Avanches, et les datations s'échelonnent entre le 1er et le 4e siècle, avec un pic au 2e siècle. On voit donc tout le potentiel qu'il y a à tirer de l'étude systématique des meules, qui sont souvent la seule partie conservée des moulins détruits, et en ce sens, le travail du groupe Meules, qui est un programme collectif de recherche financé par le ministère de la Culture, est absolument essentiel. Une autre question concerne la sous-représentation des moulins à roue horizontale. En 1997, Michael Lewis a suggéré que le moulin à roue horizontale fut inventé en Orient durant la seconde moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et que le moulin à roue verticale trouverait son origine à Alexandrie peu après. Mais Moritz, Andrew Wilson et Robert Spain soutiennent l'hypothèse inverse. Ils considèrent que la roue horizontale dérive de la roue verticale, étant une simplification du principe. C'était d'ailleurs déjà la position de Marc Bloch, qui écrivait, je cite, « On peut se demander si le moulin à roue horizontale ne nous offre pas l'exemple d'une régression technique. Imiter l'emploi d'une force connue de tous comme celle de l'eau peut paraître plus aisé que de reproduire des agencements déjà complexes. » En ce sens, Robert Spain a présenté en 2008 un modèle de développement en 3 phases. Une première phase verrait l'apparition des moulins à roues verticales, actionnés principalement par le poids de l'eau, donc avec une alimentation par le haut. Une deuxième phase qui verrait l'apparition des moulins mus par des roues verticales plus petites et plus rapides, actionnés par l'impulsion d'un courant d'eau avec des systèmes d'accélération. Et une troisième phase qui verrait le développement des roues verticales et horizontales actionnées, elles aussi, par le courant de l'eau. Selon ce modèle, l'invention et l'utilisation du moulin à roue horizontale seraient postérieures au développement du moulin à roue verticale et notamment au développement des petites roues verticales associées à des coursiers destinés à accélérer la vitesse de l'eau. Alors, est-ce que l'archéologie permet de trancher le débat ? La constatation que les moulins à roue verticale sont nettement plus représentés à l'époque antique que les moulins à roue horizontale semble donner raison aux tenants d'une antériorité des premiers. Vikander, dans sa synthèse parue en 2000, par exemple, pense que la disproportion en faveur des roues verticales reflète la prédominance des moulins à roues verticales qui sont plus complexes et plus puissants, et donc minimise en quelque sorte la place des moulins à roues horizontales. En ce qui me concerne, je crois que la prudence doit être de mise. La documentation archéologique est encore insuffisante pour aboutir à une conclusion. Nous connaissons en effet très mal les moulins antiques à roues horizontales. Comme ils sont plus simples, plus petits que les moulins à roues verticales, et qu'ils ont toute chance d'avoir été utilisés dans des zones rurales et des endroits isolés, ils sont difficilement détectables par l'archéologie. La plupart d'entre eux doivent être en bois, installés sur de petits cours d'eau dans des collines, et n'ont pu laisser qu'une ou deux meules enfouies dans les sédiments d'un torrent. La disproportion entre les vestiges des deux catégories pourrait être liée en grande partie à la difficulté de les observer. Regardons la situation au Moyen Âge. Les archives de Florence de Pistoia montrent que les moulins à roues horizontales sont prédominants.
258 d'entre eux étaient en activité en 1350 dans les collines autour de Pistoia, selon un article de Muendel qui s'appelle The Horizontal Mills of Medieval Pistoia, paru dans Technology and Culture en 1974. Les recherches portant sur le Languedoc médiéval montrent que les roues à horizontales sont principalement situées dans les zones de montagne et de collines, alors que les moulins à roues verticales sont établis dans les plaines, surtout à partir du XIIe siècle. Et je vous renvoie à l'article de Bernard Philippe, Le moulin à eau médiéval, problèmes et apports de la documentation languedocienne, paru dans Archéologie du Midi médiéval en 1992. Une telle situation a pu exister dans l'Antiquité, mais nous fouillons rarement les lits des torrents dans les collines. De fait, les vestiges de moulins à roues horizontales ou à turbines sont très rarement observés. Comme je l'ai dit il y a une quinzaine de jours, je ne crois pas que le moulin, un second possible moulin de marteau de verre, soit, contrairement à l'hypothèse de Robert Spain, soit un moulin à roue horizontale. Ça signifie que nous ne connaissons aucun moulin de ce type dans les Trois Gaules et en Germanie supérieure. En Narbonnaise, au contraire, comme nous venons de le voir, le plus ancien moulin est celui de la villa de Saint-Martin, qui est assez bien daté de la deuxième moitié du IIe siècle. Donc à la même époque, pour dater aussi le moulin de la Croix de Fenouillet dans le Gard, puis suivre au IVe siècle les moulins à turbines d'Afrique, ceux de Testour et de Chemtou, et au Ve siècle les moulins du Clos d'Anjouan, puis de celui de la Calade à Fontvieille dans les Bouches-du-Rhône. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que l'installation de Tarado, dont je vous ai remis une image ici, montre une très grande technicité. Il est déjà pourvu des caractéristiques avancées telles que la présence d'un réservoir important, ce qu'on appelle une resclose, un système de tuyauterie qui amenait l'eau sous pression sur le pourtour de la roue, etc. La resclose permet de réguler l'utilisation du moulin et le flux de l'eau, et notamment pallier la déficience d'approvisionnement en eau, en été par exemple. Un tel moulin doit être donc l'aboutissement d'un processus de mise au point assez long, dont il nous reste à retrouver toutes les étapes. Alors si, comme au Moyen-Âge, les moulins en roue horizontale sont surtout diffusés dans les zones collinaires, cela pourrait signifier que leur apparition est nettement plus ancienne et que nous devons les chercher dans les établissements ruraux établis sur les reliefs, ou plutôt à proximité de ces établissements ruraux. Voyons maintenant les questions de chronologie. Comme nous l'avons vu tout au long de ces séances, l'utilisation de l'énergie hydraulique dans les moulins est au centre d'un grand débat sur la stagnation ou le développement des techniques de l'Antiquité. J'ai souligné à plusieurs reprises l'ampleur de nos lacunes, de grands vides géographiques sur l'Espagne, l'Afrique, l'Italie même, une grande méconnaissance des moulins à usage industriel dont on commence à peine à avoir des exemples, et des découvertes qui sont trop isolées pour pouvoir être interprétées d'un point de vue chronologique en termes d'essor ou de déclin. Toutefois, il faut quand même tenter de le faire, ne serait-ce que pour poser des problèmes et faire avancer la recherche, et on peut tenter de le faire pour la Gaule et la Germanie supérieure, où la documentation est devenue ces derniers temps un peu moins indigente, mais elle reste très indigente. Elle n'est pas suffisante au point de pouvoir dresser un tableau fiable, mais elle permet d'émettre quelques hypothèses sur les grandes lignes de la chronologie et poser des questions pour une recherche future. Alors commençons par classer les moulins par siècle, comme cela a été fait il y a dans un cours précédent pour les sources écrites. Au 1er siècle, nous nous trouvons devant un paradoxe. Les plus anciens moulins connus par l'archéologie ne sont pas situés en Narbonnaise, où on les attendrait, mais au fin fond de la Gaule chevelue, conquise depuis un demi-siècle à peine. Il s'agit des moulins d'Art-sur-Meurthe et de Saint-Doulchard, près de Bourges. Donc, ils sont dans la... Ici. Rappelons que le moulin d'Art-sur-Meurthe est daté par la dendrochronologie après 19 avant Jésus-Christ et qu'il était en usage durant la première moitié du 1er siècle. Et
en fait, il n'est identifié que grâce à des pales de bois, qui est aussi le cas pour le moulin de Saint-Douchard. Pour la Narbonnaise, il faut attendre le milieu du 1er siècle pour percevoir les premiers vestiges de moulins hydrauliques sûrement identifiés. Ce sont ceux de Vareille, ceux de la Garenne à Berre, et plus au nord, celui de Bourgoin-Jallieu. Dans les Trois Gaules et en Germanie supérieure, on dispose aussi des moulins d'Anchapply à Avenches, de Rodersdorf et de Vannes, plus récemment trouvés. Au total, on en a donc 2 pour la première moitié du 1er siècle et 6 pour la seconde moitié. Au 2e siècle, c'est le siècle qui livre le plus d'attestations. On connaît 18 moulins, dont 7 sont datés de cette période dans les Trois Gaules et en Germanie, à Lyon, rue du Docteur Oran, les Tourbières à Avenches, Vichy, Marteau-de-Verre, Gannes, Lößnich et probablement Zeugmantel. 11 moulins sont connus pour la Narbonnaise: Barbegal, Loribel, La Garenne, Vareille, La Croix-de-Fenouillet, Les Lorons-Saint-Pierre, Saint-Martin, Saint-Michel-la-Garde et La Chaberte, et probablement Vaison-la-Romaine et Glanum. Ce sont majoritairement des moulins en roue verticale et ils appartiennent tous à tous les types d'habitats, surtout des villets, mais aussi des agglomérations. Au IIIe siècle, les attestations se raréfient. On a 7 attestations connues à Vichy, Lößnich, Lyon, qui continuent d'être utilisées, également Barbegal, et on en installe de nouveau à Hagendorn, dans la villa du Paquet à Champlit, ainsi qu'à Dijon. Au IVe siècle, le nombre des moulins hydrauliques continue de diminuer, en tout cas dans nos attestations. Nous avons principalement celui de la villa de Burgilles, en Côte d'Or, installé dans la périphérie d'une villa, et en Narbonnaise, les moulins du Clos d'Anjouan et du Canet des Morts, qui sont des moulins à roue horizontale. Au Ve siècle, il est probable que les moulins du Canet continuent de fonctionner un certain temps, et un autre moulin est connu à la Calade du Castelet, près de Fontvieille. Dans le nord, on peut ajouter un probable moulin à Amiens, au lieu dit l'Étouvie, en bordure de la Somme. En conclusion, malgré une documentation encore insuffisante, on peut faire quelques observations principalement sur les Trois Gaules et la Bretagne, où les découvertes sont plus concentrées. Les premières constatations portent sur des points de méthode, les secondes sur les techniques et les dernières sur les évolutions. Point de méthode. D'abord, en ce qui concerne les pièces de bois. Les plus anciens moulins hydrauliques ont été identifiés seulement parce que leur partie de bois était conservée, avec des éléments caractéristiques tels que les pales, et pour la datation grâce à la dendrochronologie. Cette caractéristique désavantage nettement les gisements situés sur le pourtour de la Méditerranée, où le bois n'est presque jamais conservé. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas, en Narbonnaise ou en Italie, de moulin aussi ancien que celui d'Art-sur-Meurthe que vous voyez ici. En ce sens, l'hypothèse d'un moulin à la fin de l'époque républicaine à Maillac est particulièrement intéressante, car si elle se confirmait, cela signifierait que dès le départ, le moulin est conçu comme la partie intégrante d'un système complet d'approvisionnement en eau et d'irrigation qui sera classique au Moyen Âge. Je vous rappelle que cette hypothèse d'un moulin à Maillac a été émise dans un article paru dans Gallia et écrit par Romana Arfouche et Pierre Poupée. Lors de la fouille d'un aqueduc, ils ont trouvé une dérivation qui conduit vers un moulin dans un secteur où il y a un moulin d'époque médiévale. Malheureusement, la fouille s'est arrêtée avant d'aboutir à ce secteur, mais ils ont émis l'hypothèse que cette dérivation pouvait conduire dès l'Antiquité à un moulin hydraulique. Or, la dérivation est construite en même temps que l'aqueduc au 1er siècle avant Jésus-Christ, et ça serait donc le plus ancien moulin possible de ce secteur. Et il montrerait donc dès le départ que dans les aménagements ruraux, on concevait de pair l'irrigation et l'alimentation de moulins hydrauliques,
comme le cas sera classique au Moyen-Âge, notamment en Languedoc, et je vous renvoie aux travaux de Sylvie Cocanas et d'Aline Durand, qui sont très éclairants sur ce sujet. Sylvie Cocanas a écrit un ouvrage qui s'appelle Moulins et irrigation en Roussillon du IXe siècle au XIVe siècle, qui est paru au CNRS en 1995, et Aline Durand a écrit un article très intéressant qui s'appelle Les moulins carolingiens du Languedoc, fin du 8e siècle, début du 9e siècle, paru dans Moulins et meuniers dans les campagnes européennes, acte des 21e Journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran, paru à Toulouse en 2002. Le deuxième point de méthode concerne les meules. Nous avons vu plus haut les études inventoriant les meules qui se multiplient depuis quelques années. Tous nos collègues qui travaillent sur les meules ont fait la même constatation. Le nombre de meules compatibles avec des moulins hydrauliques est bien plus important que les moulins effectivement repérés et fouillés. Et ici, c'est à nouveau la carte de Luc Jacotet où on voit qu'il a juxtaposé les meules possibles utilisés dans des moulins hydrauliques et les moulins réellement fouillés. Cela revient à dire qu'il faut équilibrer notre documentation sur les moulins en prenant en compte systématiquement les meules au même titre que les vestiges bâtis. Il convient de lancer donc des enquêtes de ce type dans diverses régions et notamment dans les pays qui bordent la Méditerranée où ce champ d'études est totalement délaissé. Or, la documentation existe, elle existe dans les dépôts, dans les musées, sur les sites et il faudra l'exploiter. Un troisième point concerne désormais les techniques et particulièrement la durée de vie des moulins. Il a été suggéré par des observations précises faites sur les moulins d'Avenches et de Hagendorn que les moulins ont une durée de vie courte et en tout cas doivent faire l'objet de réparations fréquentes. Les sources médiévales et modernes nous l'indiquent le plus souvent. Ces moulins étaient puissants mais fragiles, ils demandaient un entretien permanent. À Hagendorn, durant un laps de temps de 30 ans, la roue a été remplacée tous les 10 ans. À Avenches, ce n'est pas seulement la roue qui a été changée, mais l'emplacement du moulin de la villa du Roussalet qui a dû être déplacé au moins 3 fois. En Bretagne, les exemples de Fullerton et d'Ickham montrent de tels déplacements lorsque les dépôts alluviaux diminuent la puissance des moulins. En Armonnaise, nous avons aussi des exemples des travaux modifiant l'aspect de ces moulins et leur reconstruction. Dans la villa de Vareille dans l'Hérault, Stéphane Monet a décelé 3 remaniements majeurs au cours de l'utilisation du moulin durant 1 siècle et demi. Et évidemment, cela ne signifie pas qu'il y a eu des modifications mineures, certainement des réparations et des changements de la roue. Dans le moulin des Mesclans, à Lacroix dans le département du Var, j'avais constaté au moins une modification marquée par le rehaussement de l'axe de la roue, ce qui implique bien entendu le changement de la roue elle-même, car on a augmenté son diamètre. Il faut donc être attentif et rechercher systématiquement, lorsqu'on a ce type de vestiges, les vestiges de ces remaniements, qui sont parfois difficiles à déceler, mais qui existent certainement. Un deuxième point concerne le système d'entraînement des meules. Dans son étude sur les meules du nord-est de la France, Luc Jacotet a étudié le système de fixation du gros fer à la meule supérieure et il constate que la fixation par 4 crampons domine dans les 3 Gaules et la Germanie durant le Haut-Empire. Il semble que cette fixation par crampons soit progressivement remplacée par le système à anneaux logé dans une mortaise sous la meule ou sur la meule, peut-être à partir du courant du IIe siècle de notre ère. En tout cas, il est bien en place à Zugmantel vers la fin du siècle, puisque dans le puits qui a été fouillé à l'intérieur de ce fort, dont le comblement est daté du début du IIIe siècle, on a trouvé ce beau système de gros fer avec entraînement par année inférieur. Vous voyez là, ici, c'est le système un peu plus ancien et plus courant d'entraînement par crampon.
Je crois que ce n'est pas un détail anecdotique, car la fixation par crampon est en général associée à des meules de forte conicité qui devaient tourner relativement lentement, car le centrage n'était pas parfait et que la meule supérieure avait tendance à osciller en tournant. Le passage à entraînement par anille barrette par-dessous permet un meilleur centrage et il s'est parfois accompagné d'une forte réduction de la conicité des meules. Ce n'est pas toujours le cas, mais on le constate parfois. Cela implique que ce n'est plus la pesanteur qui fait descendre le grain, mais la force centrifuge qui les fait migrer vers le bord tout en étant broyés. La vitesse des meules a donc fortement augmenté par une modification des engrenages grâce à la lanterne qui multiplie la vitesse. La lanterne, c'est cet engrenage que nous voyons en dessous. En quelque sorte, un progrès majeur a été accompli durant le IIe siècle en Gaule. Le passage aux engrenages augmentant la vitesse de rotation associé à des meules à faible conicité et entraînement par anille barrette sous la meule. Il reste à préciser la datation de cette évolution et à examiner si elle provient là aussi d'Orient ou d'Italie, ou si cette amélioration est due au génie des constructeurs de moulins en Gaule. Jusqu'à présent, bien sûr, on ne peut pas le dire, car on a de la documentation seulement pour la Gaule, et donc il reste possible que cette modification soit venue comme bien d'autres progrès de l'Orient. Venons-en maintenant aux questions de l'origine des moulins. Les plus anciens moulins sont datés de la période augustéenne avancée et il n'y a pas de raison pour que dans l'avenir, des moulins plus anciens ne soient pas découverts. Saint-Doulchard, à Bourges, est proche de la ville importante d'Avaricum, mais le moulin d'Art-sur-Meurthe est loin de toute ville. Cela suggère, d'une part, que la technologie du moulin à eau était disponible dès après la conquête, et d'autre part, qu'une diffusion aussi profonde à l'intérieur des Gaules et de la Germanie supérieure ne peut s'expliquer que par le rôle de l'armée, seule capable de diffuser cette technologie d'origine orientale à date haute dans les milieux civils. L'armée, en effet, disposait d'architectes aux fonctions d'ingénieurs militaires, rompus à l'utilisation de toutes sortes de machines, telles que Philon de Byzance, Callias d'Arados, Vitruve lui-même et Apollodore de Damas au IIe siècle. L'association fréquente et presque systématique des moulins hydrauliques avec les forts du mur d'Adrien à Chesters, à Alswith Burnhead et à Willowford est une forte indication dans ce sens, même si les autres lieux de découverte impliquent une diffusion très rapide de ces techniques dans la société civile. Mais là encore, les vétérans ont dû jouer un rôle pivot dans la diffusion de ces techniques sur les domaines agricoles qu'ils ont exploités. La diffusion, parlons-en. Les découvertes des moulins à eau de la fin du 1er siècle et du 2e siècle sont les plus nombreuses, nous l'avons vu pour la Gaule. Ce n'est pas ça peut être un hasard de la documentation, mais franchement, je ne le pense pas. Car ce pic coïncide avec celui du maximum de l'occupation des villes et des campagnes en Gaule et en Germanie. C'est donc avec le plus haut niveau de démographie. Je suis presque sûr que cette proportion ne changera pas avec les nouvelles découvertes. Ce n'est pas surprenant, car la technologie était alors bien au point et connue, et que l'exploitation des campagnes atteint alors son maximum. Dans le département du Var, où notre documentation est la plus dense, comme nous l'avons vu tout à l'heure, je pense que sous les Flaviens et les Antonins, toute villa de moyenne importance possède son moulin hydraulique au même titre qu'elle possède ses pressoirs à vin ou à huile. Pour le démontrer, je reviens sur le cas de la commune de la Garde à l'est de Toulon. Sur son territoire, deux villées sont connues, celle de Saint-Michel, que nous avons vue tout à l'heure, qui est ici, celle de la Chaberte, qui est sa voisine. Toutes les deux ont des moulins hydrauliques, et j'émets l'hypothèse que la villa suivante, qui est située immédiatement au nord, à 1,5 km, qui s'appelle la villa du Régana sur la commune de la Farlède, avait aussi un moulin hydraulique, car elle n'est pas fouillée, mais on a des traces d'un aqueduc qui arrive à cette installation. Autre zone, celle des communes de Tarado-les-Arcs, que nous avons vu également tout à l'heure. Nous savons que nous avons un moulin dans la villa de Saint-Pierre-le-Laurent, un autre dans la villa de Saint-Martin qui est ici, et les deux sont séparés par une autre villa qui s'appelle la Clémensane et qui n'est que partiellement connue par des fouilles très petites qui ont porté uniquement sur les thermes.
Et je suis certain que, vu sa position au débouché d'un vallon, elle possédait elle aussi un moulin hydraulique. Je pourrais citer d'autres exemples comme la villa de Richomme à Puy-l'Oublier, où je pense qu'il y a également un moulin hydraulique. Donc, je crois qu'il faut émettre l'hypothèse que toutes les villes étaient dotées de ces installations. Voyons maintenant la question de la diminution relative et absolue des moulins hydrauliques à la fin de l'Antiquité. La diminution apparente des découvertes de moulins, des moulins à eau entre le IIIe et le VIe siècle peut être certes due à un manque de documentation. Toutefois, elle pourrait refléter une diminution dans l'absolu, car d'une part, leur nombre est proportionnel à celui des habitats et de la population, et d'autre part, comme je viens de le dire, Samuel Loge-Pierre vient de démontrer pour la Narbonnaise que l'on assiste à un retour de la mouture manuelle à partir du IVe siècle. La conjugaison des deux phénomènes a dû entraîner une nette diminution du nombre des moulins hydrauliques et artisanaux. Un autre écho de ce phénomène, pour le centre de la France, est donné par le fameux polyptyque d'Irminon, qui, au début du IXe siècle, décrit les propriétés de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Seuls 8 des 22 villets mentionnés possèdent un moulin hydraulique. Et on remarque que les redevances en farine que doivent fournir les paysans de la villa de Saint-Bertin impliquent que ce sont eux qui doivent moudre le grain dans leur maison et non livrer le grain au moulin collectif. Le retour au meule à main est parallèle à la fin de l'exploitation rationnelle des grandes meulières, comme celle du Massif central, et à l'apparition des petites carrières locales qui produisent des meules non standardisées à partir de divers matériaux. Ce phénomène doit être mis sous le compte de la désorganisation des circuits commerciaux liés aux événements dramatiques du début du Ve siècle. Les meuniers ne peuvent plus se fournir en bonnes meules auprès des grandes meulières et doivent donc se tourner vers des productions régionales ou locales tirées de matériaux de moins bonne qualité et de dimensions et de typologies variables. Ainsi, pour la Gaule, l'archéologie tend à montrer une situation exactement opposée à celle que certains historiens avaient imaginée à partir des textes conservés. Loin d'une augmentation relative et absolue de l'usage des moulins à eau durant l'Antiquité tardive, il semble qu'il y ait un net déclin à partir du Ve siècle et un retour aux moutures traditionnelles. Toutefois, les moulins à eau ne disparaissent pas, bien entendu. Par exemple, les fouilles de la ville tardo-antique d'Ugium, sur l'étang de Berre, qui réoccupe l'emplacement de l'ancien oppidum de Saint-Blaise, ont trouvé très peu de meules à main, ce qui signifie que le grain était moulu ailleurs, probablement dans des moulins hydrauliques situés dans la plaine. Le développement de l'usage de l'énergie hydraulique et la technologie qui lui est liée connaissent donc un fort ralentissement durant la crise des 5e, 8e siècles après Jésus-Christ, qui, dans l'Empire d'Occident au moins, voit un fort déclin de la population et de l'économie. En Orient, au contraire, le maintien de la civilisation urbaine, l'essor démographique et la prospérité économique de l'Empire de Byzance ont permis le maintien et le développement des technologies exploitant l'énergie hydraulique. L'archéologie montre à la fois sa large utilisation dans les moulins à grains, comme par exemple à Césarée de Palestine et à Éphèse, ainsi que le maintien, voire le perfectionnement de machines complexes comme les scieries hydrauliques illustrées par les exemples de Gerasa et d'Éphèse au VIe et VIIe siècle. On voit donc que les questions sont largement ouvertes, qu'il y a certainement des différences notables entre l'Orient et l'Occident et que beaucoup de réponses se trouvent dans le bassin oriental de la Méditerranée où je crois qu'il est urgent de multiplier les recherches sur ce type de vestiges qui, jusqu'à présent, ont été beaucoup trop délaissés. Je vous remercie.